Hola! On se retrouve aujourd'hui pour la tant attendue vidéo qui est un point lecture, celui du mois de juin. Et oui, je sais, j'ai pris beaucoup de retard, je me suis pas forcément très bien organisée et j'ai eu envie de vivre la vie, de partir un peu à droite à gauche au mois de juin et de me recentrer un peu sur moi. Ça m'a fait extrêmement de bien, mais du coup j'en ai un peu mis de côté YouTube et j'arrive un peu en retard, mais c'est pas grave parce que la vidéo est là. Et surtout il me fallait du temps pour tourner cette vidéo étant donné que j'ai 21 livres à vous présenter. Donc prenez votre meilleur thé, votre meilleur café. Actuellement je suis sur une petite limonade de mon côté et on va parler lecture. Si j'ai 21 livres à vous présenter, ça veut dire qu'il y a eu pas mal de lectures graphiques. J'en ai parlé dans beaucoup de vlogs, donc je vais être un petit peu plus bref que d'habitude parce que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue, nous le savons. Donc voilà, si jamais vous voulez avoir mon avis plus en détail, j'aime bien faire des vlogs parce que vous avez mon avis à chaud et que je trouve ça important de vous parler de ce que j'ai ressenti au moment où j'ai commencé ma lecture, ce que je ressens à la fin de ma lecture. Mais j'aime bien aussi les points lecture parce que ça me permet de vraiment me dire est-ce que j'ai aimé ce livre, est-ce que je suis passée à côté, est-ce que je pourrais le tenter, le retenter dans d'autres circonstances. Et vous verrez que ce mois-ci le bilan est pas méga positif, il y a eu pas mal de mauvais, il y a eu du moyen, il y a eu du bon, mais ouais franchement majoritairement il y a eu du mauvais. Le mois de juin a commencé avec le nouveau tome de The Runaway, c'était l'avant-dernier, le tome 8. Sauf qu'à l'heure où je vous tourne ça j'ai déjà lu le 9, mais concernant ce tome 8 je l'ai pas forcément bien aimé. Je trouve que ça va très vite, il y a des sous-intrigues qui arrivent un peu de nulle part, qu'on n'attendait pas et qu'on n'avait pas forcément envie d'avoir, et j'ai pas compris le choix de l'autrice. Ce webtoon aurait pu se terminer en 5 tomes et ça aurait été très bien, ou alors en faire 12, 13 mais avec des sous-actions, des sous-péripéties, enfin avec des choses un petit peu plus haletantes. Donc ouais, ce 8e tome n'était pas incroyable. Pour vous faire le speech, alors là vous voyez que des femmes, mais de base on suit cette jeune fille qui va coucher avec un mec lorsqu'elle est en voyage à Paris après avoir rompu avec son ex qui était complètement toxique, et je crois d'ailleurs qu'il la trompait. Enfin bref, elle va rencontrer un homme, elle va décider de coucher avec lui. Et quelques mois plus tard, après être rentrée en Corée, on annonce un nouveau patron et il s'agit du garçon avec qui elle a couché. Et elle se dit qu'elle va pouvoir mettre tout ça sous le tapis et que c'était juste l'histoire d'un soir et basta. Sauf que lui, il voit l'opportunité de sortir avec elle. Donc on suit leur histoire à eux. On suit l'histoire aussi d'un couple divorcé qui fait plus ou moins partie du groupe d'amis slash frères du héros, et on suit aussi l'histoire du meilleur ami du héros avec qui il vit. Et voilà, on suit un peu toutes ces histoires. Au début j'aimais bien et petit à petit j'ai fini par ne pas du tout aimer cette saga. C'est pas qu'elle est mauvaise, c'est juste que à 8,95€ le tome, voilà, clairement j'ai mis 80, je crois 85€ dans cette saga, dans 83, enfin bref, on s'en fout des maths, Pauline, tu étais meilleure en français, mais j'ai mis ouais, à peu près 80€ dans cette saga qui a pas été ouf. Celui-ci c'est l'avant-dernier et en fait on a déjà répondu à toutes nos questions, c'est déjà tout ce qui va se passer dans le tome 9, il n'y a rien qui était innovant ou incroyable ou formidable, c'était juste un tome de plus à se dire bon, t'es attachée au personnage Pauline, mais il n'y a plus rien qui te retient vraiment à cette saga. D'autant plus que il y a une histoire avec une avocate dedans. Oui, elle est avocate, ou lui est avocat. Non, lui est avocat. Et je suis à fond dans leur histoire, j'étais vraiment à fond, et dans ce tome 8, il y a la résolution d'un truc, mais c'était pas à la hauteur de mes attentes. Genre, on nous a traîné un truc pendant longtemps, j'étais là, ah là là, et en fait, non, c'est retombé comme un soufflé. J'ai ensuite lu le tome 3 du Carnet de l'apothicaire, oh, j'aime beaucoup. Alors l'une d'entre vous m'avait fait remarquer que c'était chinois et pas du tout japonais, et je suis désolée parce que, oui, quand je vois maintenant Mao Mao, je me dis Pauline, comment t'as pu te tromper? Je continue d'acheter des tomes, là j'en suis à 7 tomes achetés alors que j'en ai lu que 3. Mais c'est une saga où je ne vais pas spontanément vers elle. Et pourtant à chaque fois que je lis un tome, j'adore. Là dernièrement est sorti le tome 13, ça fait grand bruit, il y avait tout un coffret que je ne voulais pas acheter. Quand j'ai voulu l'acheter, il était plus disponible. L'intelligence de cette dame, hein. Mais ouais, j'aime bien. Là ça avance plus ou moins vers une romance, pseudo-romance, rapprochement en tout cas. J'aime beaucoup, ici on parle de médecine, on parle d'apothicaire, on parle d'une jeune fille qui pour le coup retourne chez son père, si je ne dis pas de bêtises, et qui est à nouveau confrontée à des choses. Donc oui, il y a le côté très oh bah il y a qu'à elle que ça arrive, et elle est un peu devenue genre
l'apothicaire du village et de la ville et que sans elle tout le monde est un peu perdu, mais j'adore cette saga. Je ne peux pas vous dire autre chose que j'aime énormément cette saga. C'est pas un coup de cœur, mais je prends du plaisir à chaque tome que je lis et c'est chouette. Même si bah, c'est pas le... Enfin, même dans l'idée, c'est assez basique, c'est une jeune femme qui est apothicaire, donc qui connaît les plantes, qui sait quel remède apporter, qui a une analyse, c'est pas ouf, mais ça fait du bien de voir ça dans ce paysage-là, dans ce côté historique, qui n'est pas trop poussé, donc vous n'avez pas besoin de connaître toute la politique de la Chine ou de l'Asie pour comprendre. On est vraiment sur quelque chose d'assez basique et un peu traditionnel qu'on pourrait transporter un peu de partout, peu importe les pays d'Asie. Et ouais, c'est cool, ça fait juste passer un bon moment, et parfois ça fait du bien d'avoir ce genre de lecture, tout simplement. J'ai enlevé l'une des lumières et je crois qu'en fait on est mieux comme ça les gars, donc on va tenter comme ça avec cet éclairage. J'ai lu ensuite le premier tome de Flowers for Vincent de Shiryuki, que j'ai cordialement détesté. J'en avais parlé lors d'un vlog, mais il y a un passage où ça n'a pas été traduit. C'est-à-dire que c'est en anglais. Il y a une partie du texte en anglais dans ce bouquin qui est censé être du français. Donc déjà à partir de là, j'étais pas ok avec ça, j'étais là bah en fait je paye un bouquin 7-8 euros, enfin 8 euros oui, et c'est quand même publié dans une maison d'édition. En tout cas il est trouvable dans plusieurs librairies. Enfin, je l'ai encore vu chez mon libraire graphique à côté de chez moi, donc je disais ah bah c'est pas possible, enfin vraiment c'était aberrant. Je n'ai pas été fan de l'histoire, je peux même pas vous en parler un petit peu parce que c'est tellement... J'ai pas du tout envie d'encourager l'autrice ou la maison d'édition. C'est horrible dit comme ça, mais vraiment, si vous voulez un avis un petit peu plus recherché, il y avait un vlog, je vous mettrai ce lien en barre d'informations, mais vraiment je ne comprends pas qu'on puisse publier un bouquin dans cet état. Je n'ai pas trouvé l'histoire non plus incroyable, donc il n'y a même pas ce truc de ah je pardonne parce que l'histoire est trop bien. Non, je n'ai rien aimé de cette histoire, ni de l'édition catastrophique qui a été faite de ce bouquin. Ensuite, j'ai lu Elle et son chat, qui est, je pense, l'adaptation du livre, enfin du roman qui s'appelle aussi Elle et son chat. Roman que j'avais énormément aimé. Non, faut pas exagérer, je crois qu'on était sur un 3 sur 5. C'est la première fois que je lisais un roman sur un chat et j'étais très surprise de voir ce point de vue de chat, où en fait vous suivez le point de vue du chat qui parle de sa maîtresse, qui parle de sa vie de chat. J'ai encore pas lu Mémoire d'un chat parce que j'ai pas envie de pleurer. Mais un jour, on y croit, je le lirai. En attendant, j'avais bien aimé le roman. Il m'avait laissé un vraiment très agréable souvenir. Et là, je lis le manga et je comprends l'intention, mais je n'aime pas. Je vais pas dire pas du tout parce que ça reste quand même l'histoire d'une jeune humaine et de son chat. Mais en fait, j'arrêtais pas de le comparer avec le roman et je trouve pas qu'il lui ressemble tant que ça. Et même l'héroïne, je trouvais une certaine forme d'amour pour son chat. Il y a juste un moment où le chat dit qu'il a déjà une copine, ou je ne sais plus comment il dit, genre une amoureuse ou que sais-je, qui est sa maîtresse. Mais autrement, c'est pas forcément dit dans le manga, alors que dans le roman, je me souviens, c'était omniprésent. Le chat ne veut pas être avec quelqu'un, genre avec une autre chatte, parce qu'en fait, il a sa maîtresse, et qu'il est amoureux de sa maîtresse, et qu'elle est parfaite, et que voilà. Et j'ai pas retrouvé ça. De même qu'on voit la fragilité de l'héroïne à certains moments. Voilà, complètement cette planche-ci l'illustre, mais j'ai pas été absorbée comme j'avais pu l'être pour d'autres romans, notamment pour Féline, qui pour le coup est un roman coréen, mais qui parlait aussi de l'histoire d'un chat, où pour le coup on est en complète empathie pour l'héroïne. Là je l'étais pas spécialement, je suivais la vie du chat mais j'avais pas non plus beaucoup d'intérêt pour lui, et vraiment je trouve ça triste parce que j'ai lu le roman et que je pensais voir sa version manga, et bah j'en ai pas eu pour mon argent. Et c'est catastrophique de vous faire un bilan à lecture où en fait tu dis bah celui-là je l'ai lu, je l'ai pas aimé, celui-là je l'ai lu, il était pas ouf, et je continue avec celui-là je l'ai lu et très compliqué et très problématique. Alors je savais par la 4ème de couverture que c'était problématique, mais je pensais qu'on allait justifier le fait que ça allait être une amitié et que l'homme allait essayer de sortir la jeune fille de la rue. Parce que pour vous faire un speech assez rapide, ici on suit un homme de 26 ans qui est un salarié qui un jour rencontre une fille au bord du trottoir. D'ailleurs il y a un gros focus sur les seins dans ce manga, et c'est pas juste oh une fille qui a de la poitrine ou quoi, c'est que réellement l'homme est obsédé par les seins et que c'est évoqué à plein de reprises et que les dessins sont plus que... Enfin c'est pas du tout subjectif quoi. Enfin, on voit clairement que c'est l'intention de l'auteur, l'autrice, j'ai même pas regardé, de dire oulala les seins, 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 les seins. Bref, on suit un homme de 26 ans qui
voit cette jeune fille dans la rue et elle lui dit qu'il pourrait l'emmener chez lui pardon, et faire tout ce qu'il voudra d'elle. Lui il dit non, je vais t'emmener chez moi et tu vas prendre une douche, tu vas prendre un repas chaud et genre tu vas rentrer chez toi. Enfin, je sais plus comment exactement il l'évoque mais ils en viennent à... Enfin, il en vient à à l'accueillir chez lui, en tout bien tout honneur, vraiment, c'est vraiment très bien précisé dedans. Lui en plus est amoureux d'une autre femme qui travaille dans son entreprise, et enfin en tout cas elle lui plaît. Et petit à petit cette fille va s'installer comme sa coloc, parce qu'autrement elle aurait eu nulle part où aller, et je pensais que ça allait vraiment être dans ce côté bienveillant d'un homme qui va prendre soin d'une fille en attendant qu'elle puisse genre reprendre ses études, faire son propre chemin, un truc vraiment bienveillant. Et puis je me suis souvenue de la pédophilie et du Japon. Et non, c'est vraiment ce qu'on croit que ça va être. Ça me surprend vraiment, parce que Noëv Graphics, là, je sais pas comment on prononce la maison d'édition, je l'aime beaucoup, mais cette fois-ci, non, je ne lirai pas la suite, je m'intéresserai pas à la suite. Je trouve ce bouquin complètement problématique, je ne... non. Non, 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 non. Ensuite, j'ai lu le premier tome de Good Morning Little Briar Rose de Megumi Morino, que j'avais voulu conseiller à l'époque par Bulldop, donc par Emily, parce que elle disait que c'était l'un de ses mangas chouchou, doudou, tout ce que vous voulez. C'était une petite romance et j'avais pas compris que c'était du fantastique. Donc je commence ce roman en me disant ok, donc là on est sur un jeune homme qui a un père riche et son père, je ne sais plus comment trop ça se goupille entre eux, mais le fils va travailler pendant un été et il travaille et va notamment faire le ménage chez des gens, chez une famille riche. Il y a tout un mystère en disant qu'il ne faut pas aller au fond du jardin, qu'il y aurait une jeune fille qui se cacherait, qui serait quelqu'un de sa famille, dont les parents auraient honte. Et bref, un jour lui il s'endort sur un banc et à son réveil il y a une jeune fille à ses côtés qui est donc la fille de cette famille et va se lier une plus ou moins amitié slash relation entre eux. Et je me suis dit oh là là, qu'est-ce qui a pu lui arriver, est-ce qu'elle est atteinte, et vraiment je me suis dit premier réflexe, est-ce qu'elle est malade, donc une maladie qui peut être contagieuse, et je me suis dit bah non, ça fait pas trop sens. Et après je me suis dit mais en fait je sais, c'est une maladie mentale, en disant bah genre la jeune femme est schizophrène ou psychotique en tout cas, et du coup la famille la garde cachée. Je me suis dit oh là là, fond de presque politique slash sociétal, trop bien, je vais adorer. Et en fait non, après mon cerveau et surtout l'histoire m'a fait un rappel de c'est du fantastique Pauline. Donc c'est pas du tout ce que je croyais, ce n'est pas du tout sur un handicap mental, une maladie mentale, c'est absolument pas ça, c'est un roman fantastique japonais. Et donc je n'ai pas aimé cette histoire, je pense qu'elle pourra plaire parce que les dessins sont vraiment enfin, mignons, ils sont sympas hein. Mais ouais, enfin à un moment donné la fille on dirait qu'elle a une double personnalité hein, donc enfin même pas qu'à un seul moment. Bref, les dessins sont sympas, c'est une bonne romance, malgré tout il y a une romance, il y a un enjeu etc. Mais c'est pas ce que je voulais lire. Moi je voulais une romance mignonne ou alors un fond sociétal en mode les japonais qui ne prennent pas soin, qui pensent que les personnes qui ont une maladie mentale sont des pestiférés, il faut que tout paraisse harmonieux et beau et joyeux au Japon et tout doit être dans son moule et on n'aime pas les gens qui sont en dehors du moule. Ça ne correspond pas à cette histoire. Donc j'ai été déçue mais je peux pas dire que ce soit mauvais. C'est juste que c'est pas ce que je voulais lire, ce à quoi je m'attendais. Et c'est ok. Genre vraiment, juste c'était pas fait pour moi. Et tant mieux si Emily de la chaîne Bulldop l'a aimé. Moi ça ne l'a pas fait et peut-être que ça le fera avec vous. Et je vous le souhaite d'ailleurs mais c'est pas pour moi. D'ailleurs je me rends compte que pas mal de ces bouquins se trouvent sur ma boutique Vinted. Donc je les vends pas super bien. Mais si jamais vous êtes curieux malgré tout de lire ces histoires, bah, vous pouvez les retrouver à petit prix sur ma boutique qui se trouve en lien dans la barre d'information. Ensuite j'étais toujours dans mon truc de je veux vider ma palle manga. J'ai fait un vlog dédié et j'avais lu aussi à l'occasion Golozao, enfin Passeur d'âme plutôt de Golozao, qui est l'auteur notamment de la balade de Yaya que j'ai gardé, que j'ai beaucoup aimé. J'en avais essayé un autre de lui, j'avais pas forcément adhéré. Et cette fois-ci, comme toujours, j'adore les dessins. J'adore les dessins, j'adore cette colométrie, je ne sais toujours pas comment on dit. Cette histoire-ci d'ailleurs, parce qu'en fait c'est un recueil de nouvelles, ce que je n'avais pas forcément... Enfin, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est plutôt un roman graphique choral. Un roman choral qui est en graphique. Mais bref, je l'avais pas compris au début de mon histoire, donc quand j'ai vu qu'il y avait une autre histoire, j'étais là, mais attends, c'est un recueil de nouvelles? Et à la fin, j'ai compris que c'était pas un recueil de nouvelles, mais un roman choral, j'étais là...
J'ai adoré l'une des histoires qui parle notamment d'un magasin d'appareils photo et tout. C'était vraiment très mignon. Je ne sais pas si je retrouverai le nom de l'histoire, mais elle était trop belle. Je pense que c'est elle. Enfin vraiment, regardez-moi ça. Genre la devanture est magnifique. Kayvan, si tu passes par là, fais cette devanture magnifique. Mais j'ai aimé certaines des histoires, j'en ai moins aimé d'autres. C'est un poil tiré par les cheveux, mais en même temps Gurosao il sait y faire. Je sais que dans la balade de Yaya c'est pareil, enfin il y a un événement qui se passe au tout début du bouquin et tu te dis mais what the fuck, et en fait ça le fait. Genre vraiment t'es pris dans l'histoire et il sait manier ça, il sait dessiner, il sait faire des tranches de vie, il sait manier vraiment toutes les émotions, le côté nostalgique, le côté presque spirituel aussi, il sait faire, il le fait bien. J'ai pas eu de coup de cœur, je l'ai pas trouvé incroyable, j'ai pas trouvé formidable, etc. Mais ça a quand même fait son travail et c'est pour ça que je tiens à le mentionner. C'est pas mon préféré de l'auteur, je ne le garderai pas parce que je sais que je ne le relirai pas. Mais si un jour il se lance dans l'écriture d'un roman graphique uniquement consacré à ce couple-ci et à ce qui se passe là dans leur boutique de photographes et machin, mais je l'achète le bouquin, je le lis, et il faudrait en faire un roman parce que même si c'était pas incroyable, je me disais mais un petit roman genre version japonaise, vous savez, le truc de vie tranquille avec cette histoire là, ce serait incroyable. Je sais qu'il est chinois mais écoutez, ce serait incroyable avec cette plume des japonais, avec ce côté tranche de vie, ça le ferait trop avec la deuxième histoire de ce livre. Et oui, j'arrête pas d'en parler parce que j'ai été à ça de me dire vas-y Pauline, tu te lances, tu remasterises le truc et tu fais quelque chose de cette histoire parce que elle était vraiment belle et elle mérite d'être lue et d'être... Oh, vraiment la deuxième histoire là, j'ai trop aimé. Je continue avec mes graphiques et avec ma saga coup de cœur du moment qui n'est autre que The Blue Flowers and the Ceramic Forest de Yuki Kodama chez Mangetsu. Mangetsu, je ne sais pas comment on prononce. Je vous montre les 4 tomes parce que je les ai tous lus durant le mois de juin. Donc c'est pour vous dire à quel point j'ai aimé cette saga. J'avais vu déjà le premier tome à Cultura, j'avais hésité, je l'avais pris posé. À l'époque elle avait que 2 qui étaient sortis. Et je sais pas, j'ai eu un doute, j'ai pas sauté le pas. Et j'ai vu je ne sais plus quelle review sur Instagram et je me suis dit vas-y c'est mon moment. J'en ai parlé avec la fille en question qui... En fait je sais le nom de son pseudo mais je ne sais plus pas son prénom, donc désolée si tu passes par là, juste j'ai une mémoire nulle pour les noms et les chiffres dans la vie. Mais en gros elle m'a donné envie, j'ai acheté, j'ai lu, j'ai adoré. Je vous recommande à mon tour. Brièvement on suit une jeune femme qui travaille dans une entreprise de céramique depuis un moment. Elle est peintre, donc elle peint sur ses pièces. D'ailleurs j'ai encore les tickets de caisse dedans. Bref, elle peint sur les pièces, voilà, c'est très joli, c'est qu'elle arrive à faire sur les pièces de céramique. Et un jour il y a un jeune homme, oui c'est un jeune homme qui arrive, qui est tourneur, donc c'est lui qui lui crée les pièces. Et il est très réservé, il est assez sombre, il dit qu'il est là que pour 1 an. Je crois qu'il vient de Suède. J'ai un doute d'un seul coup avec la Norvège, mais dans ma tête c'était la Suède, donc on va dire que c'est la Suède. Et lui il comprend pas pourquoi cette jeune femme elle veut peindre sur la céramique, parce que pour lui une pièce veut tout dire et qu'elle n'a pas besoin d'être entre guillemets griffonnée par de la peinture. Et vous vous doutez bien qu'il va changer d'avis quand il va voir ses créations. C'est très joli. Alors je sais que les mangas sont en noir et blanc, donc pour certains ça gâche un peu la lecture, ça ressort très bien ici, mais ça ressort très bien aussi en manga. Alors là la pièce est minuscule, mais voilà. Je trouve qu'on retrouve bien les éléments de la céramique, il y a vraiment cet amour de l'art, de la création. Je veux faire de la poterie, j'en ai fait quand j'étais petite, je veux me remettre à la céramique. Et voilà, je vous avoue que quand je lis ce manga, j'ai qu'une envie, c'est d'en refaire, c'est de me lancer à fond dedans. Et bref, c'est très joli, j'adore. C'est une romance mais qui va tout doucement, c'est vraiment du slow burn. Et ça fait du bien d'avoir une romance toute douce comme ça. Pareil, à mon nez, il y a son ex qui revient. C'est pas un truc problématique, et t'es là, bah en fait, merci. Alors, bon, son ex c'est un connard, mais il a pas fait un truc horrible où c'est la pire personne au monde, où il faut le détester. Et ça paraît un peu plus naturel, et c'est d'ailleurs ce que disait la personne en question qui me l'a recommandé. Elle me disait que les réactions des... Enfin, elle disait, parce que c'était pas que dédié à moi, que les réactions des personnages étaient très humaines et normales, et... je vous jure que dans des histoires, c'est pas si évident que ça d'en trouver. Des vraies réactions où tu peux te dire ah ouais j'aurais réagi pareil.
Et en manga, c'est encore plus difficile je trouve. Donc là, vraiment, saga doudou, coup de cœur. J'espère qu'elle sera toujours aussi bonne, qu'elle va pas faire 50 000 tomes où à la fin tu détestes les personnages tellement tu ne peux plus te les voir. J'ai déjà précommandé le tome 5 et j'ai hâte de lire la suite. Je vais vous parler d'un roman graphique que j'ai adoré, mais je ne l'ai pas en ma possession puisque je viens de le prêter aujourd'hui même à ma maman, donc je le mets ici. Il s'agit de Mong, dont je parle dans mon dernier vlog, me semble-t-il. J'espère avoir une mémoire pas trop pourrie. J'ai adoré ce roman graphique qui parle justement du peuple des Hmong, qui est un peuple originaire de Chine, qui a été plus ou moins banni, qui a été dans plusieurs pays, qui maintenant se trouve un petit peu partout aussi dans le monde, et je crois notamment en Guyane si je dis pas de bêtises. Et on suit l'histoire de ce peuple, mais c'est raconté selon le point de vue, enfin plus ou moins le point de vue de l'autrice, qui explique que elle a toujours été dans des soirées où les gens étaient entre guillemets déguisés avec des habits originaires de ce peuple, que pour elle c'était sa normalité, que vivant en France, après elle s'est détachée de ses parents aussi, elle a grandi, elle allait à moins de cérémonies de célébration de ce genre, et que en grandissant elle s'est un peu plus intéressée à ce peuple, à son histoire, à l'histoire de ses parents aussi, et on suit donc le peuple des Hmong et leurs problématiques et le fait qu'ils sont sans cesse chassés et rejetés, que ce peuple risque d'être amené à disparaître à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde. J'en avais déjà brièvement entendu parler mais sans m'y intéresser plus que ça. J'ai trouvé ça passionnant, captivant. J'ai un bouquin qui parle vraiment du peuple des Hmong pour que je me renseigne encore plus. Mais ouais, c'était... Wow. De base, j'avais regardé les dessins, j'étais là, je sais pas si j'aime ou pas. Et en fait, je me suis laissée prendre dedans et j'ai adoré les dessins aussi. Donc je peux pas vous montrer des planches, ce qui me frustre un petit peu là maintenant tout de suite. Mais j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur, pour vous dire ô combien je l'ai aimé. J'ai tout aimé dans ce livre et en même temps je l'ai lu il y a, je crois, 2-3 semaines maintenant. Et il y a des choses dont je n'ai plus en tête. J'ai pas certains éléments parce que j'ai lu plein de livres et plein de graphiques, donc j'ai pas tout qui m'est resté. Et je suis sincèrement triste pour ça, et en même temps je suis contente parce que je vais pouvoir relire ce livre et redécouvrir des choses que j'avais oubliées, et pour ça c'est très cool. Et Holden vous dit bonjour aussi. Ensuite j'ai lu L'amour est au menu de Sakaomi Yuzaki, le tome 1. Alors, quand j'avais vu cette couverture, je pensais qu'il s'agissait d'un homme et d'une femme, sauf que non, il s'agit bien d'une femme qui est grosse, qui est musclée, tout à fait, et qui adore manger. Vraiment, elle s'en cache pas, elle adore manger, elle mange des quantités impressionnantes. Et ensuite, cette autre jeune femme qui adore cuisiner, qui aimerait cuisiner plus, mais elle ne sait pas cuisiner entre guillemets raisonnablement, elle ne sait pas cuisiner pour une personne, donc elle se restreint et elle ne fait pas beaucoup à manger, ou voilà, elle a peur de donner à manger aux autres parce qu'elle a pas envie que ce soit interprété comme de la drague, parce que ça a déjà été perçu comme par ses collègues comme de la drague, donc elle se restreint, elle ne fait plus vraiment à manger, jusqu'au jour où elle décide de refaire à manger, et là elle en fait tellement qu'elle en apporte je crois à sa voisine, ou sa voisine lui fait une remarque, et elles vont en venir à elle qui fait à manger et elle qui mange. Globalement c'est ça. Et c'est très mignon, c'est un Yuri, donc je préfère vous prévenir que les deux femmes vont finir ensemble, en tout cas j'espère. Je crois aussi que j'ai précommandé le tome 2, mais c'est trop bien de voir une meuf qui mange, de voir plein de plats japonais que je n'arrive pas à retrouver forcément, de les voir évoluer, de voir leurs différences, et qu'en même temps ce soit pas prise de tête ou vachement stéréotypé, ou juste une voisine qui donne à son autre voisine à manger, genre c'est d'un commun accord, après elles se donnent mutuellement leurs bons plans pour trouver des articles moins chers, c'est juste le quotidien de milliers, de millions de japonais, japonaises, et voilà, là ça va basculer sur un Yuri, donc je vais être très contente, mais pour le moment, elles se questionnent pas du tout sur leur sexualité ou ce genre de choses, c'est vraiment juste deux femmes qui partagent leur amour de la nourriture, l'une pour la préparer et l'autre pour la manger, et c'est trop bien. Genre vraiment, premier degré, j'adore, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, peut-être qu'il m'en aurait fallu un petit peu plus, mais c'est une saga que je vais continuer et que j'ai hâte de découvrir parce que du coup j'ai envie de voir comment évolue leur relation. Parce que là il y a un rapprochement, il y a ce côté de je peux plus me passer de la personne, mais pour le moment c'est encore rien passé entre les deux. Et je vais finir avec les mangas, comme ça je pourrais vous parler de certains romans et
à la fin de la vidéo quelques romans graphiques aussi que j'ai lus chez ma copine Liliana. Là je vais vous parler d'un dernier livre, il s'agit de Souvenirs en bataille de Shikabane Sensei, publié chez Akata. C'est un bouquin que j'ai vu passer il y a très longtemps, que j'avais acheté dès sa sortie, je crois même que je l'avais précommandé mais j'ai un petit doute là-dessus. J'avais hâte de le lire. Ici on parle d'un jeune homme qui a une grand-mère qui est atteinte d'une démence et qui va prendre soin d'elle. Et je me suis dit ouais mais Alzheimer, on en parle beaucoup et c'est une pathologie que je connais bien d'un point de vue professionnel parce que j'ai travaillé en unité protégée et que j'ai beaucoup été confrontée à cette maladie et maintenant depuis quelques mois je travaille à l'hôpital toujours avec ce même public de personnes ayant des troubles cognitifs, du coup je connais. Sauf que je commence l'histoire et on nous parle d'une démence à cordes de Lévy. Et là je me dis oh là là, ça c'est bien. Alors, on va vraiment vulgariser, parce que c'est vraiment ce qu'on utilise pour expliquer aux gens ce qu'est cette maladie. C'est une sorte de mélange entre Alzheimer et Parkinson. C'est un petit peu plus à nuancer, il y a des hallucinations, il y a plein de choses, mais plus ou moins c'est comme ça qu'on la résume aux gens, aux communs des mortels. Et on voit les délires de sa grand-mère, on voit sa persécution et on voit ô combien elle devient méchante avec son petit-fils et ô combien elle n'est plus la personne qu'elle était auparavant et que lui adorait parce qu'elle l'a élevé. Et on voit aussi la détresse de son petit-fils. Et ça les gars, il agit mal avec elle. Et en tant que professionnel du soin, je suis là, ah, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il lui dit ça? Il a rien compris. Et ça n'a rien à voir, genre être un patient, genre être un malade ou être un proche, ça n'a vraiment rien à voir, sauf que mon point de vue professionnel j'étais là mais c'est pas possible d'être aussi néfaste pour une pauvre petite mamie, il y a tellement de choses à faire, tellement de stratégies à mettre en place. Et en même temps je comprends la détresse de ce jeune homme. D'ailleurs il fait un comparatif dans ce bouquin avec l'une de ses amies, où une de ses amies a eu un enfant et lui il est là bah oui mais tu vois toi tu t'occupes de ton bébé, bah moi j'ai l'impression que ma grand-mère elle redevient un bébé et que je dois faire les mêmes choses sauf que moi je me dis pas qu'elle va grandir et s'épanouir et en fait il y a rien de bon. Et elle lui dit bah tu vois moi je souris et tu dis que mon bébé il est joli et qu'il est gentil, elle dit mais moi je suis épuisée, j'en peux plus, je ne peux plus le supporter, je dois m'en occuper tous les jours, à chaque fois que je m'endors, quand j'arrive enfin à me poser et bah il recrie derrière, je ne le supporte plus. Je ne veux pas le tuer mais presque parce que je ne le supporte plus. Et déjà c'est très bien parce qu'on parle de dépression postpartum et du fait d'avoir une charge mentale très importante en tant que femme, mais on montre aussi le parallèle avec ce qu'on peut montrer aux gens et ce que les gens peuvent s'imaginer. Oh c'est trop bien tu vis avec ta grand-mère, oh c'est trop bien tu t'occupes de ta mamie. Ouais en fait peut-être que la mamie elle va pas bien du tout et que toi ça t'épuise et que tu as un aidant naturel qui est saturé, qui n'en peut plus et qui en devient maltraitant. Pas dans la volonté d'être maltraitant mais parce qu'en fait tu es épuisé mentalement. Et vraiment c'est une partie de mon taf aussi de soulager les aidants des personnes malades, donc je comprenais tout ça et j'étais là mais ce livre reflète très bien ce qui est, alors je suis pas complètement convaincue pour la démence à cordes de Lévy, je suis pas une experte mais les délires dont souffre sa grand-mère ça fait limite psychiatrie, donc j'étais là quand même, voilà. Après c'est quand même le ressenti de l'auteur slash héros, parce que je suis pas sûre à 100% que ce soit autobiographique, il me semble que oui mais dans le doute, voilà. Il y a beaucoup ses ressentis à lui, du coup on n'a pas le point de vue de sa grand-mère et toute la nuance d'un cerveau malade, hein. Mais et on voit pas le point de vue non plus de la société. Lui là, par contre en lui, il a ce truc de comment on va me percevoir, il faut pas qu'elle sorte, il faut pas qu'elle soit comme ça parce que mamie elle est pas comme ça et qu'on ne peut pas être comme ça à son âge, on peut pas se comporter comme ça, on peut pas faire ça. Et lui est complètement conditionnée, là où elle, bah juste elle vit sa vie parce que son cerveau n'a plus ce cadre là et cette structure là. Et c'était hyper intéressant de lire ça, j'ai vraiment adoré cette histoire et de vous en parler, ça me fait vraiment raviver mes souvenirs de ma lecture et de ô combien il est important. Je pense d'ailleurs que je vais le faire lire à des personnes au travail pour voir ce qu'elles en ont pensé, enfin pour voir ce qu'elles en pensent. Et si on a le même avis sur ce bouquin, mais moi j'ai trouvé très bien et il y a des scènes où, enfin franchement quand vous voyez ça, vous dites wow. Et c'est pour vous montrer ô combien c'est épuisant de s'occuper d'une personne malade et ou handicapée, vraiment on va regrouper une personne qui est mal en point. Et l'épuisement émotionnel qui en découle. Et c'est en ça que j'ai vraiment adoré le bouquin et que je vous le recommande à 10 000 %. Il est sorti je crois il y a 3 ans. J'ai attendu tout ce temps pour le lire. J'ai un peu honte parce que je l'ai adoré, qu'en plus c'est chez Akata, il n'y avait pas de doute là-dessus. Mais je l'ai peut-être lu finalement au bon moment et j'ai vraiment adoré ma lecture et je vous la recommande vivement. D'ailleurs si vous voyez cette petite couverture qui bouge, sachez que c'est la faute à Monsieur le chat.
qui décide de creuser un terrier derrière moi. Maintenant, je vais vous parler de certains romans que j'ai lus, parce que oui, au milieu de tout ça, il y en a eu quand même. Bon, il y en a eu que 4. Mais il y en a eu 4 quand même. Bon, c'est comme si j'avais lu 4 livres pour certains dans ce mois. Mais les graphiques, c'est de la lecture. Et enfin, du moment où vous lisez, ça s'appelle de la lecture. Donc je vous parle de tout ce que je lis ici. Et donc, je vais vous parler de La Psy. Je vous mets la couverture ici. Je ne sais plus le nom de l'autrice, mais je sais seulement que c'est celle qui avait écrit Femme de ménage, que j'avais voulu lire parce que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre l'a très bien vendu. Mais je me suis rappelé que je n'aimais pas les thrillers domestiques et que j'aimais pas les femmes d'une quarantaine d'années avec une vie plan-plan, avec de oh, est-ce que mon mari me trompe, ou alors oh là là je suis sûre que mon mari me trompe et que vais-je devenir quand mes enfants vont quitter la maison, parce que vraiment je n'ai pas ces préoccupations maintenant et je les aurai probablement jamais, parce que mon fils est un petit rouquin de bientôt 3 ans qui ne partira jamais de la maison, voilà, ou s'il part de la maison c'est que je pars avec lui, donc bah, je suis pas confrontée à tout ça, je ne suis pas confrontée à cette charge mentale, je suis pas confrontée à ces préoccupations, donc je n'adhère jamais. La Psy, ça me tentait un peu plus parce qu'on était sur un couple qui vient de se marier, ils se connaissent depuis pas si longtemps que ça, et ils décident d'aller faire une visite dans une espèce de manoir qui appartenait avant à une psychiatre qui a disparu. Il me semble pas qu'on sache qu'elle a vraiment été tuée, je crois que son corps n'a pas été retrouvé, qui a disparu il y a des années. Et du coup sa maison est à vendre. Le couple est bloqué dans leur voiture avec un blizzard, vraiment c'est la neige, c'est la tempête totale. Ils arrivent à parvenir à aller jusqu'à cette maison et ils trouvent la clé. Et ils attendent l'agent immobilière qui est censé les rejoindre pour leur faire visiter la maison. Sauf que bah là pour le moment il vient pas. Donc petit à petit le couple va prendre possession des lieux. Et oh là là, par contre, j'ai vraiment la chair de poule les gars, parce que le speech est assez bateau, un couple, huis clos, une baraque, une psychiatre qui a disparu mystérieusement, une psychiatre qui conservait tous ses dossiers à la maison parce que forcément c'était son cabinet cette maison. Cette maison d'ailleurs très isolée de la population, et on suit aussi bien le point de vue du couple à l'heure actuelle dans cette maison que le point de vue de la psy à l'époque où elle était encore en vie, où elle avait ses consultations avec ses patients. Alors c'est la première fois que je vois une psychiatre qui reçoit ses patients à domicile, j'ai jamais vu ça. Autant les psychologues j'en ai déjà vu, entendu parler, etc. Les psychiatres c'est la première fois que j'étais confrontée à ça, et je trouvais ça assez spécial de se dire... alors de manière très générale, les psychiatres en libéral ont beaucoup de personnes dépressives, anxieuses, etc. Des personnes qui ont des névroses, des grosses psychoses. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, d'une part. Et deuxièmement, tu les ferais peut-être pas venir dans ta maison, avec tous les délires qu'ils peuvent avoir derrière. Et pourtant, l'autrice rentre dans ce schéma-là et décide que sa psychiatre a des gros cas de personnes vraiment traumatisées, avec des situations... parfois complètement, enfin je veux dire c'est de la psychiatrie hein, mais c'est de la psychiatrie pure avec des grosses pathologies, et quand on suit le récit de la psychiatre, j'ai trouvé ça lourd parce que elle voit aucun patient dépressif, elle voit aucun patient anxieux, elle a que des grosses pathologies psychotiques, et t'es là non mais c'est pas vrai, enfin elle est spécialisée en un truc ou quoi. Et en même temps vous avez ce huis clos. Et ce huis clos, quand je vous disais que j'avais la chair de poule, j'ai littéralement eu la chair de poule. Le hasard, la vie a fait que je le lisais souvent le soir, voire la nuit. Et les gars, pipi culotte. J'avais peur, littéralement peur. Je lisais le bouquin, j'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Et ils découvrent la maison, et il se passe des trucs bizarres en plus dans cette baraque. Alors t'imagines vraiment la maison isolée, ils ont dû laisser leur voiture loin, faire le chemin jusqu'à la maison à pied, parce que de toute façon la batterie de la voiture elle allait pas tenir éternellement avec le chauffage, donc ils allaient crever de froid. Pas de réseau, ou je sais plus quel bord. Oui c'est ça, il n'y avait pas de réseau en plus de ça, c'est pour ça qu'ils peuvent pas joindre l'agence immobilière. Le couple qui se connaît depuis pas si longtemps que ça, et là tu te dis putain mais est-ce qu'en fait l'un des deux n'est pas un malade, et tu vois le mari, t'es là mais il est fou, et puis après tu fais l'association, t'es là oh là là, ça se trouve c'est un ancien patient de la psychiatre, et tu commences à te faire ton film, ou alors je suis la seule folle qui s'est imaginé ça, mais moi je commençais à faire mes petits plans, et je commençais à flipper, et il y a des choses bizarres qui se passent dans cette maison, donc je le lisais sur ma liseuse, c'est pour ça que j'ai ce geste là, parce que vraiment je tenais ma liseuse si tu veux, j'étais là. Et le moindre petit bruit que pouvait faire mon chat, je tremblais, j'étais vraiment genre, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais peur.
Et pourtant, il y a un final que j'ai détesté. Je n'ai pas aimé ce bouquin. Il m'a fait peur, et vraiment il m'a fait peur, d'accord? Mais pas pour l'histoire, pour l'ambiance. L'ambiance, elle était vraiment terrifiante pour moi. Huis clos, j'adore, j'aime vraiment ça, mais j'avais peur quand je lisais ce bouquin. Et vraiment, manque de peau. À chaque fois que je faisais une insomnie, bah, c'était ma lecture en cours, donc je le continuais, et il était quand même addictif, mais une surenchère d'événements, des personnages qui sont absolument pas crédibles, on nous... Enfin, après, je sais que c'est le but de l'autrice, mais de nous mettre sur un faux chemin pour basculer à 90, pour nous dire genre « Ah, vous pensiez avoir compris ?» Eh bien non, je vous montre que vous aviez tort. Ouais, mais ton truc, il est complètement... Enfin, c'est pas... Oui, c'est techniquement plausible, mais c'est tiré par les cheveux. Et ça m'a rendu dingue de voir un bouquin avec une idée qui, de base, aurait pu être bonne, et qui avait plein de dénouements possibles. Et l'ambiance fait que on aurait pu tomber sur un truc très traditionnel, un thriller qui soit pas incroyable, et l'ambiance aurait fait que ça aurait été un bon thriller avec des bons personnages, machin. Mais enfin vraiment, j'ai pas adhéré aux personnages, je ne les trouvais pas travaillés, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et vraiment une surenchère, besoin d'en faire des tonnes, et j'étais là, bah franchement, si c'est ça. J'ai même pas envie de lire la femme de ménage, parce que on va toujours être dans ce truc de ah bah en fait on le voit pas venir parce que c'est de la surenchère. Peut-être que c'est pas du tout le cas dans son précédent roman, mais moi vraiment la psy, très bonne ambiance. Mais c'est tout ce que je peux en dire, parce que le reste, y a rien qui va. Et c'est triste parce que vraiment j'avais des attentes, j'avais des espérances qui n'ont pas du tout été respectées quoi. Je vous les prends pas du tout dans l'ordre, mais je voulais vous montrer celui-ci parce que je l'ai adoré et que j'ai besoin d'en parler. Il s'agit de Une vie possible de Lynne Papin, qui est notamment l'autrice des Os des filles. Donc c'est une autrice franco-vietnamienne que j'ai déjà lue avec les Os des filles, c'est pour ça que je vous en parle, qui parlait de la vie au Vietnam selon 3 récits de femmes, je crois 3 générations différentes, si je ne dis pas de bêtises, mais je l'ai lu il y a un moment, donc je suis plus tout à fait sûre. Ici, Lynne Papin va s'aventurer dans de l'autobiographie, où elle nous parle du fait qu'elle est enceinte, qu'elle vient de tomber enceinte, comment elle a découvert sa grossesse, la joie qui s'est manifestée en elle. Pourtant elle est jeune, son compagnon est plus âgé, mais c'est pas grave, tout est parfait, jusqu'au jour où elle fait une fausse couche. Et elle dit mais pourquoi on appelle ça une fausse couche, et pourquoi c'est tellement banal pour les gens de bah de toute façon faut éliminer tout le reste, bah soit vous prenez des pilules, soit vous faites ci, soit vous faites ça. Et vraiment elle est très cash dans ses mots, dans ses paroles, et c'est ce que j'ai adoré. C'est qu'elle nous décrit vraiment comment se passe sa fausse couche, donc vraiment la mare de sang. Vous avez tous les détails de ça, vous avez tous les détails avec les rendez-vous avec les médecins. Et on parle un peu de tout ça, on parle d'avortement parce que justement l'autrice va remettre en question son engagement, je vais pas dire sa féminité, mais plutôt son féminisme, et vraiment ce côté engagement. Elle va vraiment se questionner sur pourquoi on appelle ça une fausse couche. Pourquoi est-ce que les femmes sont traitées de cette manière? Est-ce qu'on est censé vivre comme ça? Est-ce que je ressens moi? Est-ce que ce que moi je ressens là, à ce moment, d'autres femmes l'ont vécu aussi, aussi crûment et aussi terriblement que moi? Et il y a tout ce questionnement que j'ai adoré, parce qu'elle va remettre en question toute la maternité, tout ce que ça implique, les termes employés, les personnes qui sont impliquées, le non-investissement des personnes, les hommes, et aussi plein de choses qu'on a banalisées au fil du temps, et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est qu'elle ne mâche pas ses mots, et c'était incroyable. J'ai moins aimé la fin, parce que c'est un peu plus posé, et j'ai moins adhéré à la fin, mais c'est un 4 sur 5, j'ai adoré. Franchement ce livre m'a un peu choisi, c'est la première fois que je commençais à lire littéralement un bouquin en librairie, c'était Les Vols au Phénix d'ailleurs, et je vais lire d'autres romans de Lynne Papin, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je me doute, et je sais qu'ils ne seront pas similaires à celui-ci et à ce que j'ai ressenti pendant ma lecture, mais vraiment c'est le roman qui a popé chez moi par rapport à elle, et c'est le roman aussi qui me dit que j'ai envie de lire encore plus de bouquins vietnamiens, même si elle est franco-vietnamienne et qu'elle ne parle pas du Vietnam là-dedans, parce que elle parle pas forcément de ses origines et comment ça a pu influencer son point de vue, même si elle en parle brièvement, c'est pas le cœur de son bouquin. Mais je me dis, s'il y a ce genre de pépites en littérature vietnamienne, je signe où?
J'ai ensuite lu un autre roman adolescent, cette fois-ci du young adult, c'est If You Had Been With Me, je vois la couverture ici. C'est un bouquin que j'avais repéré à la FNAC et finalement je crois que j'avais été... à Cultura pour l'acheter, enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'il y a des livres, genre vraiment je les ai dans la tête et il faut que je les achète, il faut que je les ai. Ça a été le cas pour celui-ci, je le commence, je me dis vas-y, il y a une grosse hype sur le BookTok. Moi je l'ai pas du tout vu passer sur le BookTok anglophone, j'ai vu la parution parce que c'est un PKJ et que c'est une maison d'édition très populaire. Je commence le bouquin, je me dis ok. Donc on a un prologue qui nous raconte comment l'histoire se termine brièvement. Je me dis ok, si elle me dit ça au début, c'est qu'il va se passer un truc au cours de l'histoire. Et donc je lis le bouquin, une jeune fille qui a une mère qui est dépressive avec un père, vraiment ses parents devraient divorcer, clairement. Et elle a une meilleure amie qui vit à côté, qui a elle-même un fils qui a le même âge que sa fille, donc l'héroïne. Et ils ont tout fait ensemble jusqu'à un jour, on sait pas pourquoi au début, il s'est passé un truc et depuis ils se respectent mutuellement mais ils ne sont plus amis, ce ne sont plus les meilleurs amis du monde. Voilà, chacun fait sa vie de son côté. Elle va faire partie, c'est le début du lycée aux États-Unis, donc pour les 4 ans à venir, elle fait partie plus ou moins des nerds, vraiment, elle est dans son coin, entre les nerds et les gothiques, vous voyez, genre vraiment complètement une outsider. Elle a son petit groupe, elle évolue avec son petit groupe, elle se trouve un petit copain et elle évolue dans ce groupe au fil des années. Là où on suit le héros, évidemment j'ai oublié leur nom, à tous les deux, et là où on suit le héros du point de vue de l'héroïne, donc où elle nous dit que lui fait partie du camp des populaires, que c'est un sportif, qu'il a une copine qui est jolie, et que... Voilà. On suit l'histoire de cette jeune fille, de son groupe d'amis, de ses années lycée, en sachant que le prologue est plus ou moins un copier-coller de ce qui se passe vers la fin de l'histoire. Et je n'ai pas du tout aimé ce livre. Je ne peux pas lui enlever son côté addictif. Si vous voulez lire une romance young adult au lycée, basiquement lisez ça, mais ne pensez pas que le héros et l'héroïne vont finir ensemble, parce que c'est pas ce que veut montrer l'autrice. Il y a aussi un aspect qui fait partie du livre que j'ai cordialement détesté et je vous en parle, ça vous spoil un petit peu l'une des histoires d'un des couples dans l'histoire, mais ça m'a révoltée donc j'ai besoin d'en parler. Je sais que c'est un bouquin américain, que les cultures sont différentes, mais quand vous avez des grossesses, et encore et toujours, ça ne concerne pas l'héroïne, mais quelqu'un dans son groupe d'amis, quand il est question de grossesse chez les adolescents, à chaque fois que c'est des bouquins américains, la question de l'avortement n'est pas évoquée. Et ça me rend dingue. Je ne comprends pas que quand tu as 16-17 ans et que tu tombes enceinte par accident, il n'y ait pas cette question de est-ce que j'ai envie ou pas de le garder. C'est même pas l'adoption, est-ce que je le dis... Est-ce que, genre vraiment, c'est genre ah, je suis tombée enceinte, et bah va falloir qu'on gère. Tu peux gérer en décidant de te faire avorter, genre c'est une option. Et ça me rend dingue que dans des bouquins young adult, donc à destination de jeunes adultes, d'adolescents, on ne parle pas de l'avortement. C'est pas comme si, après on n'était pas dans le point de vue de cette jeune fille, hein. Non, c'est pas l'héroïne, mais la question de l'avortement n'est pas du tout envisagée. C'est même pas une option, c'est vraiment un vide abyssal et ça me rend dingue. Et je sais que j'en ai déjà parlé en vidéo, mais ça me rend folle de me dire, Pauline, 2024, un bouquin young adult où il y a des romances dedans, qui a fait parler d'elle sur BookTok. D'ailleurs je ne comprends pas la hype parce que le bouquin n'était pas ouf, mais bref. Il y a la question d'une grossesse à 16-17 ans et on ne dit pas est-ce que j'ai envie, oui ou non, de garder l'enfant. Est-ce que j'en parle à mes parents? Est-ce que je vais au planning familial? Est-ce que j'en parle à mon petit copain? Est-ce que j'en parle à mes amis? Est-ce que je peux dire que je vais me faire avorter ou que j'ai été avortée? Ou est-ce que ton mec peut te tenir la main pendant que tu te fais avorter? Parce que ça aussi, ce serait bien d'impliquer des hommes dans ce genre de truc. Et j'étais là, mais... ça me rendait dingue, même la question de l'adoption n'est pas évoquée, c'est genre ah je suis enceinte, je vais le garder, et puis je vais continuer mes études et ma vie ne sera pas impactée par un enfant. Ta vie va forcément être impactée par un enfant, que tu aies 16 ans ou que tu en aies 40, ta vie va être impactée par cet enfant, ce n'est pas un objet. Et j'étais là mais... et ça me rend folle, donc j'avais besoin d'en parler, même si personne n'en parle, bah moi ça m'a rendu dingue de lire ça, et je ne veux plus lire ça, et je pense que j'ai aussi buté là-dessus en me disant mais...
c'est pas possible. Et c'était même pas l'héroïne. Je disais mais c'est pas possible. Et en lisant les remerciements de l'autrice, parce que j'ai quand même été voir en me disant bon, de toute façon si elle est croyante, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Si elle est croyante, elle parlera de Dieu. Évidemment, elle parlait de ses croyances dans les remerciements. Et j'étais là, oui mais... reparlons du droit à l'avortement, reparlons du fait qu'on a le droit de disposer de son corps comme on le souhaite. Rappelons tout ça, surtout pour des adolescents. Genre vraiment, c'est ok de se faire avorter, ce n'est pas une honte. Et vous pouvez vous faire avorter même quand vous êtes adulte, que vous êtes dans une relation, que vous êtes marié. Vous avez le droit de ne pas vouloir d'enfant à cet instant-là. Vous avez le droit de ne pas avoir ce désir d'enfant ou de ne pas être prêt physiquement, psychologiquement, socialement, financièrement, peu importe. Vous avez le droit. Et on n'en parle pas assez. Et marre, genre vraiment, écrivez des bouquins young adult où la fille décide de se faire avorter et expliquer comment ça peut impacter ou non sa vie. Mais franchement, faut parler de ça, c'est hyper important. Parlez-en aux jeunes. Quand on est adulte, en tant que femme, c'est compliqué de gérer ça parce qu'il y a une pression sociale, parce qu'il y a une pression sociétale et que le climat politique ne tend pas à dire que c'est trop bien l'avortement. Mais à un moment donné, il faut être deux pour faire un gosse, en tout cas, faut un spermatozoïde et un ovule. Et à un moment donné, il faut parler de ça aussi. Et bref, moi ça m'a rendu dingue et j'avais besoin de faire un speech là-dessus parce que ça m'a rendu folle. Et je ne trouve pas que le livre est incroyable, je ne trouve pas que c'est la plus belle romance au monde, je ne trouve même pas que c'est une romance parce que moi je me suis dit ah bah ça va forcément être avec son voisin, il va se passer un truc. C'est même pas ça l'intérêt du bouquin et je me suis dit mais quelle est la morale de ce livre? Et vraiment, je ne trouve pas de morale à ce livre. Et je ne dis pas que la morale doit être incroyable, mais techniquement quand tu racontes une histoire, il y a une petite morale qui se profile en mode bah faut... Je sais pas, il faut toujours une petite morale à la con, même si c'est genre juste ah bah faut vivre en pensant que chaque jour on va mourir pour être le dernier ou ce genre de truc. Même dans ce bouquin, je ne trouve pas ça applicable, il y a rien qui est applicable, il y a plein de sujets qui ne sont pas traités. On regroupe quand même 4 ans de lycée en 300 et quelques pages. Donc en fait il y a plein de choses où on n'a pas les éléments, t'es juste là bon bah ok. Et on n'a jamais le point de vue du garçon, donc t'es là bon bah tu suis l'héroïne avec son interprétation, avec ce qu'elle pense. Et même les trucs où il y a pu avoir des petites choses où tu te dis ah et ben en fait il n'y a pas matière, c'est jamais exploité, c'est jamais vraiment abordé. Ça m'a rendu dingue, ce truc de non-avortement ça m'a rendu folle aussi. Et voilà, ça va finir. J'ai lu 4 romans graphiques d'affilée chez ma copine Iliana parce que j'avais envie de les lire avant de rentrer chez moi, donc je les ai bouffés. Déjà j'ai lu un bouquin que j'ai vraiment adoré, je vous fais la couverture ici, il s'agit de Les mots à dire. Je ne peux pas vous montrer l'ouvrage et j'ai été bête de ne pas filmer des planches chez Iliana, mais dans ce livre aussi c'est un roman graphique où on suit une jeune femme dont la mère est atteinte d'une certaine psychose et on suit cette jeune fille qui essaye tant bien que mal de prendre soin de sa mère, de la protéger, mais qui subit déjà enfant une charge mentale incroyable. Elle voit sa mère aller mal et j'aime le fait qu'il s'appelle Les mots à dire. Genre le terme mot écrit M-A-U-X, j'adore déjà ce mot. Et j'aime le fait que mot et mot, ça va pas dire la même chose. Oui Pauline, bien sûr, c'est évident, c'est le principe même du titre, mais j'ai trouvé ce roman graphique incroyable. L'histoire de la mère est touchante, surtout qu'on l'apprend depuis le point de vue de sa fille. Et c'est un bouquin qui est autobiographique, donc c'est vraiment l'autrice qui a vécu ça avec sa maman. On voit la pression qui est mise sur une enfant, on voit que l'enfant elle-même est stigmatisée et relation très compliquée du coup avec sa mère qui est malade, son père qui est là mais qui est complètement absent, qui ne gère rien, et cette gamine qui en fait essaye de trouver l'amour et l'affection d'une mère qui est soit shootée et abrutie par des médicaments, parce qu'on ne soigne pas, enfin on soigne des maladies mentales mais on ne les guérit pas, donc c'est beaucoup de neuroleptiques qui vous assomment, soit sa mère est complètement psychotique, complètement hallucinée, avec des gros délires, etc. parce que elle a une psychose justement, et qu'elle est complètement déconnectée de la réalité, mais c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je sais pas si ça se voit comme ça, mais c'était... Vraiment j'ai terminé le livre, j'étais là... Et je regardais Ilana, j'étais là, ah ouais, genre sacré bouquin. D'ailleurs, surprise, je ne l'ai jamais vu nulle part, c'est Iliana qui me l'a fait connaître. Et elle-même, c'est l'une de ses libraires qui lui avait conseillé. Ça a été le prix d'Angoulême de l'année dernière, je crois, 2023. 2023 ou 2024, d'ailleurs j'ai un doute.
Je ne comprends pas qu'on n'ait pas parlé sur la sphère booktubesque, bookstagramesque. Je ne comprends pas parce que il était incroyable, il était beau, il y avait un gros message, grosse histoire de la mère, grosse histoire de la fille. Fille qui va grandir du coup et qui aura encore les reproches de sa famille et de la société de oh, tu t'occupes pas assez de ta mère. À un moment donné, t'es pas obligé non plus d'avoir comme charge ton propre parent. Parce que toi t'as pas demandé à naître. Et bref, j'ai adoré cet ouvrage et je vous en parle très mal, mais ça relève de tellement de questions de, du coup, de santé mentale pure, de la charge qui est mise sur les enfants qui font tout pour essayer de satisfaire des parents qui sont malades, de comment toi-même tu construis avec ce truc de en fait j'ai jamais vraiment eu de mère, ou alors je l'ai eu à travers ces passages en hôpital psy, et ça pose tellement de questions et ça met tellement de doigts sur plein de situations familiales complexes qui existent en France comme partout dans le monde, et c'était vraiment un beau livre aussi. En tant que roman graphique, c'était un beau livre. Je pense que je vais me l'acheter. J'ai pas checké d'ailleurs chez mon libraire graphique s'il l'avait. Je pense que je vais me l'acheter, que je vais le relire et que je vais inviter les gens autour de moi à le lire. Parce qu'il m'a vraiment fait un truc, et autant quand je l'ai lu que maintenant. Genre encore maintenant, il résonne un peu en moi. Ensuite, j'ai lu un autre roman graphique qui s'appelle Adieu triste amour de Myriam Mal. Myriam Mal, je l'avais lu avec C'est comme ça que je disparais, que j'avais adoré. Qui parle de dépression, je l'avais vraiment beaucoup aimé parce que je l'ai encore dans la bibliothèque, donc je m'en souviens. Je me souviens que quand il était sorti, Adieu triste amour, je l'avais vu passer, mais je me suis dit ouais, un bouquin qui parle de rupture et de comment tu te remets d'une rupture, on a un peu rien à faire. Je vous avoue que chez moi je suis très famille, très amitié, mais l'amour c'est pas quelque chose qui me transcende ou qui m'anime. J'ai jamais été genre je suis romantique mais dans la vie de tous les jours, pas forcément avec la personne avec qui je suis, enfin bref. Voilà, je n'arrive pas à relate à ce genre de rupture qui te brise le cœur et qui te donne envie d'écrire des chansons comme All Too Well. Merci Tay Tay. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout été attirée par son roman. Et là je le commence et je me dis oh, mais en fait on va pas parler de rupture ici. Dans ce bouquin-ci, Myriam Mal nous parle, oui, d'une rupture, mais surtout de comment est-ce qu'elle en vient à rompre avec son petit ami, de la raison principale de leur séparation qui n'est autre que le sexisme, le fait que son petit ami est un gros connard, qu'il a fait des trucs vraiment pas fous avec d'autres filles à l'époque, et qui, avec elle, elle pensait que son comportement était ok, et que ça allait, il était pas très... Enfin même il était vachement presque féministe et impliqué, et en fait non, il n'est pas si inclusif et ok que ça. Et son comportement va commencer à vraiment vriller le jour où l'héroïne se rend compte, enfin met le doigt plutôt sur le fait que ça a été un gros connard avant de la rencontrer, et qu'il n'assume pas. Donc il ment et il dit plein de choses, et en fait on suit plutôt l'histoire de cette déconstruction. L'histoire de cette jeune femme qui va prendre le parti des femmes plutôt que de croire entre guillemets bêtement son petit ami et le défendre corps et âme quand il est complètement en tort. Et mais quelle histoire, quel roman, quelle plume. Alors on sent le côté très québécois de l'autrice, qui est française mais qui vit au Canada depuis quelques années maintenant. D'ailleurs dans cette histoire, l'héroïne, alors je ne sais pas s'il est 100% autobiographique, mais l'héroïne va vivre dans une autre ville du Canada pour être éloignée de son petit ami aussi. Elle va rencontrer d'autres gens, elle questionne aussi sa sexualité et son orientation sexuelle. Et enfin c'est même pas elle se questionne, c'est juste j'étais avec un mec, là potentiellement je peux être avec une meuf. Ok, j'adore ça. Genre vraiment, j'adore ça dans les bouquins, genre la vie devrait être comme ça, je suis comme ça, pourquoi tout le monde n'est pas comme ça? Et bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, peut-être pas autant, même complètement pas autant que Les mots à dire, et je suis pas sûre de vouloir l'acheter et de vouloir le relire dans quelques années, mais j'aime le message, donc en même temps j'hésite encore à me l'acheter. Vous voyez, je suis encore dans cet entre-deux, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment que ça allait être un bouquin qui parle de oh là là, je suis déprimée au fond de mon lit, je regarde Bridget Jones et je me dis oh je suis comme elle. Je m'attendais vraiment à ça. Et en fait pas du tout. Donc grosse surprise. Et grosse surprise mais moins positive cette fois-ci avec Clémence en colère, toujours de Myriam Mal, que j'avais vu passer sur Bookstagram, mais je sais pas, je suis pas quelqu'un qui est très énervé dans la vie, donc j'arrivais pas
à me dire vas-y je vais le lire et je comprends ma déception maintenant. Alors c'est pas qu'il est mauvais hein, mais c'est juste que c'est pas un livre qui est fait pour moi. Ici on suit donc Clémence qui est en colère et qui est en colère notamment contre le patriarcat puisque Clémence a subi des abus de la part d'un homme et sa thérapeute va lui conseiller d'aller dans un groupe de parole qui n'est pas régi par des thérapeutes, qui a des espèces de médiatrices mais qui ne sont pas des professionnels de psychologie et qui sont juste là pour être un médiateur justement dans le groupe et on suit ces femmes qui discutent entre elles de ce qui leur est arrivé et qui peuvent en parler avec des personnes concernées. Donc c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir des personnes concernées autour de soi et quand il est question de certaines thématiques, hein, c'est pas de l'entre-soi, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Et Clémence au début elle est très en colère. Elle est en colère contre à peu près tout et tout le monde. Et je vous avoue que c'était très bien fait, que Myriam Mal a réussi, parce que oui c'est encore un roman graphique de Myriam Mal, j'ai oublié de le préciser. Myriam Mal a vraiment réussi à montrer la colère de son héroïne et la rage qu'elle a envers les hommes, envers le système, envers elle-même aussi, que tout la dégoûte et que tout la met en rogne. Et petit à petit sa colère va peut-être pas s'atténuer mais basculer sur quelque chose de presque productif puisqu'elle va décider de s'impliquer dans le militantisme pour faire quelque chose de cette rage et pour que la haine qu'elle a et ce côté très sororité puisse ressortir de la meilleure, de la plus belle manière possible. Et voilà, c'est de ce que raconte l'histoire brièvement. Ces récits de femmes, ces femmes qui essayent de se reconstruire mais parfois tu vas tomber sur un truc de ton ex, t'es là genre ouais mais moi il m'a fait ça, est-ce que je dois prévenir sa nouvelle compagne qu'il n'est pas ok ou qu'il a fait des trucs horribles à une autre femme qu'elle, est-ce que je dois me taire, est-ce qu'il faut que je parle, comment ça se fait que je m'en remets pas alors que ça s'est passé il y a peut-être 10 ans, comment ça se fait qu'il y a des choses où je pensais être ok finalement intouchée me ravive, me ramène en arrière, et toutes ces questions là étaient très très bien traitées et c'était fait avec beaucoup de respect et Myriam elle est douée pour ça et je sais que Digli aussi est douée pour ça mais cette colère, cette rage qu'a l'héroïne, ça ne me correspond pas. Je suis quelqu'un qui est vraiment vénère, mais qui reconnaît aussi la chance qu'elle a d'être en vie et d'être plus ou moins privilégiée aussi dans ce monde, parce que je vis en France, parce que je suis une meuf blanche. Le fait d'être une meuf c'est pas ouf, mais le fait d'être blanche je sais que c'est un privilège dans ce monde. Je sais tout ça, mais je suis pas, enfin je suis pas révoltée, je suis pas en colère tout le temps, et j'arrivais pas en fait à adhérer à ce personnage et à cette héroïne où je ne comprenais pas. Et j'ai pas vécu le quart de ce qu'elle a vécu aussi, donc j'ai pas réussi à m'attacher à cette héroïne. J'ai aimé l'histoire et je vous la recommande vraiment de tout cœur parce que c'est très important ce genre de récit. Mais personnellement je ne l'ai pas aimé, je n'ai pas su l'apprécier parce que vraiment pour moi l'héroïne était antipathique et j'ai pas réussi à me défaire de ça. Ensuite le dernier graphique que j'ai lu est l'avant-dernier livre de ce point lecture qui est interminable, même pour moi à tourner. Il s'agit de Corps Vivante, qui est un roman graphique que j'ai souvent vu passer, je ne sais plus le nom de l'illustratrice, mais Iliana l'a acheté. Quand on a été faire notre tour en librairie, elle l'a acheté. C'est un bouquin qui coûte cher, je crois qu'il coûte entre 25 et 28 euros, je ne sais plus exactement le montant. Et je m'attendais à avoir des dessins magnifiques, à avoir une histoire touchante sur la relation au corps. La couverture laissait prêter à ça. Vraiment, j'ai souvent vu passer ce livre, je me disais ah on va parler de ça. Alors oui on parle de la relation au corps mais surtout de la relation à la sexualité et au fait d'être lesbienne. Donc adorer l'histoire de en fait j'ai pas toujours su que j'étais lesbienne, je me suis construite et j'ai découvert plus tard que j'étais lesbienne et que c'est ma sexualité, que c'est mon orientation sexuelle et que je suis ok avec ça et que oui j'ai peut-être pas un chemin aussi traditionnel que certains, plutôt certaines, mais que je suis tout aussi valide et c'est l'idée du bouquin. Sauf que ça aurait pu être un court essai que je l'aurais adoré. Mais là, d'avoir des pages d'illustration qui sont certes très belles, vraiment ça n'enlève rien au bouquin, elles sont très belles ces illustrations, mais elles n'avaient rien à voir avec la page en question qui nous était racontée, donc écrite, et ça n'avait rien à voir avec l'histoire même, avec le fond même de l'histoire. Donc vous avez des belles illustrations avec le récit de cette autrice, mais je trouve que les deux ensemble, ça ne matche pas. Et avec Iliana en plus on avait le même avis donc c'était cool d'avoir quelqu'un où je disais bah en fait c'est joli hein mais ça vaut pas son prix. Et en même temps tu sais que l'autrice a travaillé, enfin autrice illustratrice a travaillé sur ce bouquin donc c'est là bah si ça vaut son prix mais c'est très cher pour avoir un bouquin qui n'est pas
Je sais pas, si vous avez un rappeur qui d'un seul coup sort un album, tu dis putain bah je vais l'acheter, ça va être du rap. Si d'un seul coup il se met à faire des balades, ça veut pas dire que c'est mauvais les balades, c'est juste que tu viens avec ton identité de rappeur. Donc tu t'attends, ton public s'attend à du rap. Et s'il a pas du rap, même si c'est bien, c'est pas ceux auxquels il s'attendait, donc c'est pas cool. Et je l'ai vécu comme ça, ce bouquin. Donc je trouve qu'il est très cher. Parce que honnêtement des graphiques, j'ai vu qu'il venait du Canada, donc c'est peut-être pour ça. Mais je l'ai trouvé très cher. Et il n'y a pas tant de texte que ça. Et il n'y a pas tant d'images que ça. Et vraiment les illustrations ne vont pas avec le fond du texte. Donc j'ai vraiment pas adoré Accord Vivante. Et enfin, le dernier livre, il s'agit d'un roman toujours young adult. Alors, j'ai lu aussi de l'adulte, mais bref. Il s'agit de Noblesse oblige de je ne sais même pas comment on dit, Maïwen Alix, je ne sais pas, que je n'ai pas aimé. Il est beau, hein, vraiment, il est très joli, pas de soucis. Hein. J'ai pas du tout aimé. Et j'ai pas aimé au point où j'en suis arrivée à 50 et quelques pourcents et j'ai décidé de l'abandonner. Parce que je lisais sur liseuse, je le lisais le soir, je le lisais la journée, j'essayais vraiment de me rattacher à cette histoire parce que ça commençait mal pour moi. J'avais déjà essayé de le lire par le passé mais je l'avais mis en pause, je sentais que c'était pas le moment, que j'étais pas investie et je pensais que le problème venait de moi, que c'était juste pas mon moment. Voilà, je me suis dit vas-y, c'est une bonne lecture, je le sais mais c'est pas mon moment. Ma copine Aurélie, j'étais censée le lire avec ma copine Aurélie de base en LC et je lui ai dit de continuer sur moi parce que ça ne le faisait pas. Et en se faisant en visio, une fois, elle m'a redonné envie de le lire, de le reprendre. Ce que j'avais fait sur liseuse en me disant ouais, en changeant le format, peut-être que... Sauf que non, ça me le fait pas avec moi. Je sais qu'il y a une grosse hype sur ce bouquin. C'est une autrice française en plus, donc ça me fait toujours... Enfin, ça me fait chier quand je dois, entre guillemets, critiquer une autrice française. Même si là, je vais pas critiquer la personne qu'elle aime, mais cette œuvre-ci. Ça m'embête toujours. Ici, on suit une jeune femme qui s'appelle... je ne sais plus, Gabriel, qui avait un père qui était riche, mais il a été impliqué dans une histoire, enfin bref, ils ont trouvé un faux prétexte pour qu'il aille en prison. Elle a été recasée dans une famille, et en gros ici on est dans une uchronie où la Révolution française n'a pas eu lieu en 1789, pardon. 1989, c'était Italie, Pauline. La Révolution française n'a pas eu lieu en 89, et donc la monarchie est toujours en place avec Louis je ne sais plus combien, Louis XXI du coup. Et il y a une émission télévisée qui est très populaire. Vous allez voir dans le speech, ça fait beaucoup penser à la sélection de Kirakas, que j'avais adoré à l'époque. Mais il y a une émission populaire qui est à la télé où ce sont des jeunes femmes qui vont fréquenter des nobles pour espérer devenir leur épouse. Et en gros, c'est soit vous devenez l'épouse d'un de ces nobles, soit vous finissez au couvent. Il n'y a pas trop d'autres options. Et Gabriel va être impliqué dans un complot pour retourner le système et stopper la monarchie et plein de sous-thématiques, de sous-problèmes qu'il y a liés justement au gouvernement de ce Louis XXI. Et elle va être prise dans cette émission et elle va très vite se rapprocher du roi et elle va devenir la favorite et ensuite tout ça. Mais ce que je n'ai pas aimé dans cette histoire, c'est que moi je me suis dit, oh, en fait... le truc classique hein, de oh elle va se rendre compte que le roi il est pas si méchant que ça et qu'en fait ensemble ils peuvent mettre des choses en place pour abattre la monarchie parce que lui il suit pas forcément son père. Je me suis imaginé des choses parce qu'en fait elle va plutôt être casée avec le prince, mais je me suis imaginé des choses, je me suis imaginé un truc classique et déjà en montrant l'histoire c'est un langage très... j'ai pas envie de dire soutenu parce que c'est pas soutenu au point où vous n'arrivez pas à lire un mot sur trois parce que c'est du français beaucoup trop soutenu, mais c'est vraiment un peu un langage bourgeois. Comprenez ce que vous avez envie de comprendre, mais c'est un vocabulaire, c'est un langage, c'est pas un vocabulaire, c'est vraiment un langage particulier, un peu soutenu, un peu pompeux, et j'étais là, ok, et j'ai pas adhéré. Vraiment ce truc de, oh, du coup, comme on est encore en monarchie, il faut mettre les formes, et vraiment, je veux bien avoir mon petit accent de bourgeoise, mais de le retrouver dans un texte, j'étais perturbée du début à la fin de ma lecture, c'est-à-dire la moitié du livre, parce que je rappelle que c'est un abandon. Mais j'ai été perturbée par ça, je m'attendais à une romance, et oui, il y a un truc qui ressemble à une romance, qui arrive très loin, et qui ne va pas être le sujet principal. Et du coup, j'étais là-bas, pas contente en fait. De même que je n'ai pas adhéré à Gabrielle, elle est que dans ce truc de je vais me venger et mon père va être machin.
Oh, mais sors de ta vengeance. Vraiment, ça m'énervait, mais elle m'a saoulée. Elle m'a saoulée. J'ai adhéré à aucun des personnages, je ne les trouve absolument pas attachants. Oui, il y a un conflit et des complots, et je pense que si vous aimez les bouquins plus ou moins d'aventure et de royauté, vous allez adorer ce bouquin, mais moi je suis passée à côté de ma lecture, je n'ai rien aimé, et vraiment c'était un calvaire, et je continuais en me disant mais non, mais on sait jamais, et quand j'ai vu la direction que prenait vraiment le bouquin à ouais, presque 60%, je me suis dit mais en fait, Pauline, tu n'aimeras pas. Donc là, t'es en train de buter sur un bouquin à te dire que tu vas pas en lire d'autres tant que tu n'as pas fini celui-ci. C'est aussi pour ça que j'ai lu plein de graphiques à côté parce que je ne voulais pas finir celui-là. Enfin, je voulais pas attaquer autre chose que celui-ci. Mais vraiment, ça a été un calvaire pour moi. Et là, je me suis dit, bah en fait, non, Pauline. À un moment donné, t'as déjà abandonné des bouquins dans le passé, tu lui as laissé sa chance et c'est ok qu'un bouquin populaire, qu'un bouquin aimé, qu'un bouquin que tout le monde adorait, bah toi tu n'aimes pas. C'est ok, tu sais ce que tu aimes maintenant dans la vie, tu sais ce que tu aimes dans les livres aussi, et tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ce type d'histoire, tu n'aimes pas ce livre-ci, et c'est ok. Donc ceci est mon rappel pour vous dire que même si vous restez genre 3 pages à lire et que vous décidez d'abandonner un bouquin, eh bien abandonnez-le. Ne vous forcez pas à lire des livres qui ne vous procurent pas de la joie ou un sentiment de paix intérieure. Ne lisez que des lectures qui vous tentent. Toutes les lectures ne seront pas des coups de cœur ou des claques ou des trucs incroyables qui vont vous marquer à vie, mais c'est ok. Genre vraiment, je lis aussi pour avoir des lectures qui sont moyennes et qui sont... Voilà, tu lis pas pour avoir que des mauvaises lectures qui te plombent et qui te mettent en panne de lecture, mais je ne lis pas non plus pour des bouquins qui vont être des coups de cœur à foison, c'est pas un truc qui me correspond. D'ailleurs, les coups de cœur que je peux avoir pour les graphiques sont un peu différents des coups de cœur que j'ai pour les romans. Il y a des romans qui ont marqué presque mon âme, tellement je les aime. Le Grand Magasin des Rêves, ça m'a marqué de fou. Les Mauvaises Herbes, qui pourtant est un graphique, il me marquera je pense à vie. Comme vous le voyez plus ou moins derrière moi, j'ai une pile à lire qui déborde. Donc à un moment donné, je ne peux pas, entre guillemets, perdre du temps avec des lectures qui sont bof, qui vont solder par un j'ai détesté, parce que vraiment ça aurait été un je l'ai détesté si je l'avais continué jusqu'au bout. Je me suis dit tu sais quoi, autant que tu gardes un peu une bonne image, avec des gros guillemets, de l'autrice, que tu as envie de la tenter dans un autre récit. Mais pour celui-ci, ça l'a pas fait du tout avec moi. Donc voilà, si ce que je vous ai parlé ne vous rébute pas, foncez. Mais moi j'ai vraiment pas aimé ce bouquin au point de l'abandonner. Après avoir essayé maintes et maintes fois de le lire quoi. Et voilà, j'ai enfin terminé de tourner cette vidéo. Vous avez fini de la regarder, je pense que vous la regardez en plusieurs fois, c'est un gros bloc. J'ai essayé d'être la plus rapide et la plus brève possible, mais je ne pouvais pas non plus ne pas m'exprimer sur certaines thématiques ou sur certains bouquins que j'ai adorés ou pas aimés, parce que j'aime bien aussi nuancer de pourquoi ça le fait pas avec moi mais ça pourrait le faire avec quelqu'un d'autre. De même que des fois je me dis il faut juste pas lire certains livres, faudrait même pas les publier en fait. Il y a plein d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices qui attendent d'avoir leur chance. Et c'est dommage de publier ça. Mais après c'est que mon avis. Mais bref, j'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!